Génération Beatles. Daniel de Sueur, bonjour. Cinquième et avant-dernier rendez-vous de notre émission, c'est Jérôme que l'on retrouvera juste après Yesterday. Poète vos papiers, dirait Léo Ferré. C'est Jérôme. Alors, c'est Jérôme s'appelle réellement Claude Dautel, mais en Allemagne, on l'appelle Charles Jérôme. Alors là, moi, je me pose une question. Est-ce que vous n'êtes pas recherché par Interpol Non, mais c'est drôle. Non, à ma connaissance, non. Ça se saurait, comme on dit. Non, mais c'est drôle parce que ce nom, c'est Jérôme. Au départ, pour tout vous dire, moi, je voulais m'appeler... Mon vrai prénom, c'est Claude. Alors, avec mon directeur artistique, on cherchait un autre prénom, puis lui, il a trouvé Jérôme, puis on s'est dit Claude Jérôme. Ah, c'est pas mal Claude Jérôme. Mais comme on était à la fin des années 60, on dit c'est pas très original parce que c'est un petit peu Claude François quelque part, deux prénoms comme ça. Et puis un jour, mon directeur artistique m'appelle, me dit écoute, ça y est, j'ai trouvé, ça sera c'est Jérôme.Jérôme. Ah, j'ai dit c'est pas mal. Ah ben, je dis ouais, c'est pas mal, c'est original, c'est une bonne idée. Et quand j'ai commencé à faire des tubes, entre guillemets, comme Kiss Me ou Himalaya, donc les chansons sont parties sur les bureaux d'autres maisons de disques à l'étranger. Donc quand mon disque est arrivé en Allemagne, les Allemands, quand ils ont vu c'est Jérôme, ils se sont dit mais ce n'est pas un nom, ça nous allons lui trouver un prénom. Et sans chercher à comprendre, ils ont mis sur la pochette Charles Jérôme. Et puis après c'est resté comme ça, j'ai fait un paquet de disques en Allemagne sous le nom de Charles Jérôme. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en Espagne, c'est Geronimo. J'ai sorti plusieurs disques sous le nom de Geronimo. Dans le Moyen-Orient, j'ai vu des disques sous le nom de Claude Jérôme, tout simplement. Et alors Claude Jérôme, c'est Jérôme, Charles Jérôme, Geronimo, et je crois que ça s'arrête là. Mais enfin, c'est drôle. Finalement, c'est très drôle. Alors Claude, bah là, vous venez de citer votre directeur artistique, parce que c'est vrai qu'on a dit beaucoup de mal des directeurs artistiques en France, qu'ils écoutaient distraitement d'une seule oreille. Eh bien, c'est votre cas. Paraît-il que vous avez été écouté d'une oreille pendant 30 secondes, une seule oreille, oui. Et qu'au bout de 30 secondes, on a dit, ça y est, c'est une vedette. Ah oui, bravo, c'est bien, vous avez de la mémoire. Oui, c'est vrai, Jean Albertini, qui à l'époque travaillait pour les disques AZ, qui était très très jeune, il faut dire quand même qu'il avait déjà un sacré palmarès, parce que je crois qu'il avait 22 ans à tout casser, 20 ans, je crois qu'il avait 20 ans. Il avait découvert Christophe avec Aline, bien sûr. Il avait découvert Pascal Danel, La plage romantique. Enfin, puis je sais plus, il avait genre 3-4 artistes comme ça à son répertoire qu'il avait amené dans la maison de disques. Donc déjà, c'est ce qu'on appelait une pointure. Et moi, je me souviens, ma première audition, je suis arrivé aux heures, bon, salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Claude et tout. Au départ, moi, quand j'ai commencé à chanter, comme si je chantais du rock'n'roll, je m'appelais Tony. Alors lui, il me dit, mais ton nom de scène, c'est quoi? J'ai dit, c'est Tony. Il me dit, c'est pas terrible. Enfin bref, il me dit, bon alors, qu'est-ce que tu me chantes? Alors je sais plus ce que j'avais chanté comme chanson. Et puis je commence à chanter. Puis ça faisait vraiment 10 secondes que je chantais ma chanson. Le téléphone sonne. Alors moi je m'arrête de chanter, bien sûr. Lui il me fait, excuse-moi. Alors il décroche le téléphone. Et moi je dis, ça démarre mal. Je commence à chanter, le téléphone qui sonne. Et il commence à parler avec son interlocuteur. Et puis d'un seul coup il me regarde, il me fait, excuse-moi, mais c'est pas la peine de continuer de chanter. T'es une vedette, je ferai de toi une vedette. Et je le regarde, je dis, ouais, c'est pas possible. Dans ma tête, je dis, mais il est fou ce mec-là. Ça fait 10 secondes que je chante. Puis quand il a raccroché, il me dit, non, la voix est dans l'aigu, c'est super, je vais m'occuper de toi, on va faire des disques. Et puis en plus, ce qui m'avait fait plaisir, c'est qu'il m'a dit, bon, on en fera un, s'il marche pas, on en fera un deuxième, et s'il marche pas, on en fera un troisième. Ce qui fait qu'à l'époque, sans jouer les anciens combattants, c'est vrai que dans les années 60, quand les mecs étaient intéressés par un chanteur, ils pensaient à faire des tubes, c'est sûr, ce qui est normal, mais ils pensaient aussi à une carrière, à faire de la scène, à essayer de durer le plus longtemps possible. Maintenant, à mon grand regret, on lance un petit peu les chanteurs comme des savonnettes, c'est un petit peu normal, un peu dommage, je veux dire, c'est l'heure du marketing. Alors les mecs font même un tube puis on les laisse tomber après, mais à l'époque on pensait quand même carrière, et Jean Albertini fait partie des gens qui insistaient lourdement, si j'ose dire, en disant non, on fait un troisième disque, puis un quatrième, et puis on en fera encore. Et quand on revoit la carrière de tous les chanteurs, moi je sais que Michel Sardou, chez Barclay, dans les années 60, avait fait une bonne dizaine de 45 tours avant finalement de percer, entre guillemets. Et plein de chanteurs, quand on revoit les discographies de tous ces gens-là, on se dit, tiens, bon, ils avaient fait ça avant. Ah, puis ça aussi. Ah, c'est incroyable, ça, mais ça n'a pas marché, ça. Eh ben non, mais il y avait des directeurs artistiques derrière qui y croyaient et qui poussaient le chanteur à continuer à persévérer. Alors,
vous arrivez à Paris et vous arrivez à vous glisser dans les coulisses de l'Olympia pour espionner Rolling Stone. Or, moi, je trouve que musicalement, votre style est quand même plus proche des mélodies sucrées de Paul McCartney. Alors, ce que je voudrais savoir, bon, à l'école, quand on était petit, enfin, vous avez dû, comme moi, vous battre dans les cours de récré, on aimait les Beatles ou les Stones, on pouvait pas aimer les deux. Alors, dans votre cas, vous avez été influencé par les Beatles? Moi, je dois dire que jamais, bon, c'est sûr que c'était, comme on dit souvent, les gentils Beatles et les méchants Rolling Stones. Mais moi, j'aimais bien bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus sucré, les mélodies étaient plus gentillettes, entre guillemets, hein. Je vais me faire engueuler par les fans des Beatles, mais non, mais c'est vrai que c'était plus sucré, quoi. C'est bien, c'est le terme employé. Et c'est vrai que les Stones, c'était plus rhythm and blues, c'était très très blues, c'était beaucoup plus agressif au niveau du son, les guitares, tout ça, la voix de Mick Jagger, et c'est sûr quoique Lennon aussi, quelquefois, il taquinait bien les gueux aussi. Mais moi, j'étais fan des deux groupes. Moi, j'avoue sincèrement, j'étais fan des deux groupes. Moi, j'avais vu les Beatles, je crois que c'était au Palais des Sports aux alentours de 64 ou 65, je ne sais pas. C'était 1965 le Palais des Sports. Bravo, Palais des Sports, et ils avaient fait l'Olympia l'année d'avant. Donc je les avais vus là-bas. Alors là, c'était déjà des grandes stars, parce qu'à l'époque, quand ils avaient fait l'Olympia pour la première fois avec Trini Lopez et Sylvie Vartan, on connaissait pas trop. Et puis là, quand ils sont arrivés en grande star un an après au Palais des Sports. Et moi, j'avais vu les Rolling Stones, je crois que c'était en 64. Je me souviens très bien, il y avait Bobby Solo en première partie. Je crois que c'était simplement pour une soirée exceptionnelle, genre de musicorama de l'époque. Et alors, oui, pour la petite histoire, mais ça, c'était génial, parce que moi, j'étais avec un copain on était fan des Stones, alors donc on les guettait, mais comme je guettais les Chaussettes Noires, moi, quand j'avais 15 ans et demi, ou les Chats Sauvages, alors on était près de l'entrée des artistes, Rico Martin. Et puis on guettait, on se disait comment ils vont venir, comment ils vont arriver. Puis d'un seul coup, on voit 2 taxis arriver. Et puis on voit Brian Jones qui sort, on voit Keith Richards. Alors je dis c'est les Rolling Stones. Putain, mais c'est eux, c'est pas possible. Alors ils sortent des taxis. Et puis en plus, je vois Jagger qui sort, qui ouvre le coffre arrière du taxi pour prendre la valise ou une guitare, j'en sais rien. Et puis il y avait un ampli. Il y avait un ampli dans le coffre, carrément un ampli. Je sais pas si c'était un ampli Garand, mais enfin, ou Vox, un ampli de l'époque. Et ils sortent l'ampli. Et puis nous, comme on était sur le trottoir, on regarde ça, puis machinalement, mon pote, il prend l'ampli. Et les Stones nous regardent, Mick Jagger nous regarde, pensant qu'on était des héros de l'Olympia, très certainement. Et on est rentré avec eux en coulisses. On est carrément rentré, personne nous a rien dit, on était avec les Rolling Stones. Et puis alors, on a posé l'ampli, et puis on n'était pas fiers, hein, on était tout timides, on baissait la tête, puis on s'est mis dans la salle, dans le noir, et finalement on a assisté à toute la répétition des Stones. Et puis à l'époque je comprenais pas, parce que je me rappelle, c'était à l'époque où ils avaient sorti Carol, le succès de Chuck Berry, et ça passait partout. Alors ils étaient là, ils faisaient des essais de son, alors ça faisait alors ils disaient oh Carol, et puis ils s'arrêtaient. Puis moi dans ma tête je disais à mon pote, je dis mais ça va pas être terrible ce soir, ils n'arrivent pas à chanter la chanson. En fait je comprenais pas qu'ils faisaient des réglages de son, parce qu'à l'époque on faisait déjà des balances de son, ce qui était normal. Donc on a assisté à toute la répétition des Rolling Stones. Et puis après, quand même, il y a des gens qui nous avaient repérés dans la salle. Et puis au bout d'une heure, on nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Regarde la répétition. Et puis en fait, on s'est fait virer de l'Olympia. Mais souvenirs extraordinaires. Moi, je me souviens d'avoir vu Brian Jones à côté de moi, Mick Jagger, il était bien jeune à l'époque. Brian Jones avec les cheveux blonds, là, la coupe à la Stone. En fait, c'est lui qui avait tout inventé. Mais vraiment, groupe mythique des années 60. Mais moi, j'aimais aussi autant les Beatles que les Stones. Et les Beatles, pauvres Beatles, ils n'arrivaient plus à s'entendre sur scène tellement les filles hurlaient, et puis les gars certainement aussi. Et dans votre cas, ce qui est arrivé déjà, des coups de parano, de trouille de public qui vous envahit, parce que je veux dire, vous avez joué pratiquement dans tous les coins du monde. Il y a des endroits où le public doit être très très chaud. Alors est-ce que vous vous souvenez d'une chose horrible qui vous a fait vraiment très très peur? Ah oui, enfin horrible non, parce que alors déjà souvenir formidable. Alors là j'étais amateur, je devais avoir 15 ans et demi. Comme je disais tout à l'heure, je m'appelais Tony, j'étais accompagné par un groupe qui s'appelait les Storms. On habitait Nancy et on fait notre premier spectacle à Longwy. Longwy, ça se trouve à la frontière luxembourgeoise. Je me rappelle, je crois qu'il y avait le groupe Les Célibataires à l'époque qui chantait en vedette. Enfin bref, on était sur la grande place de Longwy en plein air. Et puis déjà la scène était mouillée parce qu'il y avait beaucoup plu le matin. Et on nous annonce sur scène. Alors des gens disent, voici un groupe très populaire dans la région, mesdames et messieurs, donc je sais pas, il y avait 10-12 000 personnes. Voici Tony et les Storms. Et moi j'arrive comme un fou et paf, et je me retrouve, et je fais toute la scène sur les fesses parce que la scène était mouillée, donc j'ai complètement dérapé. Arrivé d'enfer, bien sûr, je manquais d'air comme c'est pas possible. J'avais le postérieur au frais, si j'ose m'exprimer ainsi, et j'ai commencé à chanter. Alors ça m'avait impressionné parce que j'avais 15 ans et demi.
Mais c'est pas possible, c'est pas possible. En plus, on était amateurs, en plus, on devait être mauvais. Mais souvenir extraordinaire. Non, ça, c'est un beau souvenir. En revanche, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu des galas, quelquefois, où j'ai eu très très peur. On était obligé de clouer les portes de la loge avec un marteau, avec des planches, parce que les fans devenaient folles et voulaient défoncer la porte. Moi, je me souviens, juste une petite parenthèse, la foire de Valentinier. Valentinier, je crois que ça se trouve dans le centre de la France, où j'ai chanté pendant 1 heure. Et je suis arrivé sur scène sur des cris, et je chantais, je n'entendais rien de ce que je disais, rien du tout. Les chansons se terminaient, c'était des hurlements, et pendant 1 heure, c'était pendant 1 heure, et à la fin, j'ai dit au revoir, la foire de Valentinier, à bientôt. Et on n'a rien compris, on s'est regardé avec les musiciens. En fait, ça a été que des cris pendant 1 heure. Mais cela dit, c'est sûr que les années passent, ça change. Bon, maintenant, il y a les boys bands, ça revient, tout ça, quand même, quelque part. C'est un éternel recommencement. Mais moi, je garde un souvenir nostalgique, mais sympa de cette époque. Puis quelquefois, quand je suis sur scène, malgré mes 50 ballets, quelquefois je dis, bon, allez, on s'imagine qu'on est dans les années 60 ou dans les années 70. Alors là, je voudrais entendre crier tout le monde. Là, c'est pas possible, remettez-moi l'ambiance. Et d'un seul coup, je vois les gens qui se mettent à crier, les petites minettes qui ont 18 ans, qui sont emmenées par leurs parents pour venir voir ces Jérôme. Et elles font ça avec humour, et c'est éclatant. Moi, j'adore ça. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'en rappelait. De 1980 à 1985, alors là, vous avez connu une sorte de passage à vide. Pour vous, qui aviez connu le succès très très rapidement, fin 1967. Alors, comment supporte-t-on quand même 5 années de traversée du désert? Est-ce que vous vous imaginiez un petit peu pouvoir rebondir? Alors, c'est-à-dire que, enfin, il y a eu, pour être franc, il y a eu 3 ans, parce qu'en 82, j'avais sorti une version, la version française de Julie, un tube de Checking Stevens, qui avait bien marché, donc 82, ça marchait fort, et puis 83, 84, c'est vrai, 83, 84, j'avais dû sortir 2 disques, alors 2 bides, alors je m'en rappelle même plus, alors c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit, et je me suis posé la question, je me dis, c'est peut-être fini, c'est peut-être rampé, peut-être que les gens veulent plus de moi, mais j'y croyais quand même toujours parce que les galas ne s'arrêtaient pas en fait. Donc j'étais toujours parti sur les routes de France. On n'entendait plus mes chansons pendant 2 ans à la radio. Il y avait obligatoirement moins de télévision. Mais le public était toujours là dans les concerts. Alors je me disais, il y a un truc qui est bizarre. À mon avis, c'est une question de titre. J'ai pas trouvé les titres qu'il fallait. En revanche, les gens me demandent toujours en gala, donc ça fonctionne toujours quelque part. Donc je perdais pas espoir. Mais cela dit, j'avais un petit peu peur, pour être honnête, j'avais peur de pas retrouver de chansons. Et puis, il se trouve que c'est quand même fou ce métier, parce que 83, pas de chanson, 84, pas de chanson, et puis début 85, je m'en rappelle, je rentre chez moi, j'étais dans ma voiture, j'habitais dans un petit village qui s'appelait Pressagny-l'Orgueilleux, à côté de Vernon à l'époque, j'avais dans une petite chaumière, et puis je rentre chez moi, je revenais de Paris, de ma maison de disque, et puis justement, à ma maison de disque, on me disait, oh là, faut quand même, faut que tu bosses là, faut que tu trouves une chanson, ça fait 2 ans que t'as rien foutu. Puis j'étais là, puis j'étais dans ma bagnole, je dis, oh, c'est pas possible, faut que je trouve un truc, et j'étais là, je tapais sur le tableau de bord, je dis, faut que je trouve un truc. Je rentre chez moi, puis je dis, allez hop, je vais me mettre à bosser. Je prends ma guitare, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et puis d'un seul coup, je prends un vieux classeur, et je vois un classeur chanson, texte chanson. Alors j'ouvre le classeur, puis je commence à regarder comme ça vite fait des textes que j'avais écrits depuis 10 ans. Puis d'un seul coup, je vois une feuille, je vois marqué « Et tu danses avec lui, Barbelivien ». Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors je prends ma guitare, puis je dis, tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Et je me souviens de la mélodie. Je fais, oh ouais, ça faisait, tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir, je regarde briller, et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Je me dis, mais c'est pas mal ce truc. Mais je dis, mais c'est pas mal. Et puis, bien sûr, j'avais un magnétophone, je branche l'écho, le micro et tout. Puis d'un seul coup, je me dis, mais la mélodie est toujours la même, il faudrait que je démarre bas, il faudrait que je passe à l'octave au-dessus pour le refrain. Finalement, la chanson se construit comme ça toute seule, et je chante en lisant le texte. Et je chante la chanson. Et une fois que la chanson est enregistrée, je me dis, mais c'est pas possible, je réécoute la chanson, guitare-voix, tout simplement. Je me dis, c'est un tube, ce truc-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces chansons? Je me souviens que c'était Didier qui m'avait proposé ce truc-là. Et quand vous pensez qu'il m'avait proposé ça en 77, on est en 85. Donc cette chanson était restée 8 ans. 8 ans comme ça dans un tiroir. Et j'appelle Didier, en plus je lui dis, dis donc, je t'appelle, est-ce que tu te souviens d'une chanson que tu m'avais écrite il y a quelques années, qui s'appelait Tu danses avec lui? Impossible. Il me dit, ah bon, pas du tout. Je lui passe la chanson, je dis, il me dit, ça me dit vaguement quelque chose. J'aurais jamais dû rien lui dire. Non, je plaisante. Et puis finalement,
cette chanson, j'ai appelé Albertini, toujours, je lui fais écouter la chanson au téléphone, il me dit, oh là là, on rentre en studio tout de suite, mais d'où tu as? Je me dis, j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs, j'ai trouvé le texte, et comme par miracle, je me souviens de la mélodie. On a enregistré la chanson, elle est sortie en juin 85, c'est devenu un gros carton de l'été 85, et puis il se trouve qu'à la fin de l'année, on avait vendu 1 200 000 disques, ce qui fait que ça m'a remis, entre guillemets, sur les rails, grâce à ce titre. Donc, tout peut arriver dans ce métier. Vous êtes sur Radio Bleu et nous sommes en compagnie de C. Jérôme jusqu'à 19h. Et justement, Claude vient de nous expliquer que comme ça, en dépoussiérant des vieux cartons de chansons, il avait trouvé son tube de 1985. Il se trouve que de l'autre côté de la Manche, il y a 2, 3, 4 ans, on a dépoussiéré les studios d'Abbey Road, on a retrouvé des vieilles bandes magnétiques, des inédits des Beatles, et ça s'est vendu, mais alors colossalement. Alors dites-moi, Claude, ou plutôt Monsieur C. Jérôme, non recherché par Interpol, est-ce qu'il y a chez vous des bandes magnétiques qui ne sont pas sorties? Je vous pose la question, mais je connais déjà la réponse. Alors, je connais tout, c'est pas possible. Alors, moi, j'avais enregistré, j'avais enregistré en 1900, je crois que c'était en 82, où ma maison de disques, les disques AZ, s'était dit, tiens, il faudrait peut-être trouver un autre style, une autre couleur pour C. Jérôme, évoluer, changer d'image, entre guillemets, hein. Alors, Albertini, je me rappelle, très, très sportivement, avait dit, écoutez, pour moi, C. Jérôme, c'est un chanteur populaire, je ne sais faire que du populaire avec C. Jérôme, si vous voulez donner une autre couleur, faites appel à quelqu'un d'autre. Donc, on a fait une petite aparté, et je me rappelle, ma maison de disques avait appelé Alec Constantinos, qui était producteur à l'époque, qui faisait beaucoup de disco, beaucoup de choses comme ça. Alec Constantinos, qui était chanteur aussi, qui avait chanté dans les années 70 un oiseau sur New York, monté dans le ciel, enfin, etc. Garçon charmant et très sympa. Et puis j'ai rencontré Alec, qui me dit, ouais, on va faire un truc. Moi, tu sais, je vais très très souvent aux États-Unis. Je connais plein de musiciens. Donc, moi, à mon avis, c'est pas spécialement les chansons, c'est peut-être au niveau musical. Il faudrait une couleur peut-être un peu plus américaine, un truc qui bouge plus, etc. Et il me dit, on va enregistrer une chanson avec une partie du groupe Earth, Wind & Fire. Et je dis, c'est pas possible. Et il dit, mais si. Il me dit, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Il me dit, à Los Angeles, on rencontre plein de gens comme ça. C'est tous des potes, on les rencontre dans la rue. Allez, ok, rendez-vous demain, tu fais une séance, on se retrouve tous. Donc, lui est allé à Los Angeles sans moi, il y est allé tout seul, il est arrivé là-bas. Bien sûr, il y avait une chanson qui s'était composée, qui s'appelait À minuit, en plus. Une chanson de Jeff Barlen et d'Alec Constantinos. Et puis il est arrivé là-bas, il a recruté donc des membres du groupe Earth, Wind & Fire, il a recruté le batteur de Linda Ronstadt, le percu de Donna Summer, enfin bref, ils se sont retrouvés dans un studio à Los Angeles, ils ont fait la séance orchestre. Moi je me souviens, j'étais à Paris au téléphone pour donner le tempo de départ de la chanson, enfin bref, c'était génial. Il est revenu avec la bande, moi quand j'écoutais la bande orchestre, hein, bien sûr, je sais pas possible, j'ai la déboulerie, je dis mais qu'est-ce que ça joue? Qu'est-ce que ça joue? Je dis mais les gens ils vont pas croire qu'il y a Earth, Wind & Fire dans le disque et tout, ils vont pas, mais dit mais si, au contraire, faudra le dire, etc. Enfin bref, j'enregistre la chanson à Genève, au studio Aquarius, je crois, studio des Maudits Blues en plus, qui avait à l'époque un studio à Genève. Et il faut préciser que en plus vous pouvez pas aller aux États-Unis parce que vous avez peur de l'avion. Oui, c'est pour ça, oui, parce que lui m'avait dit séance à Los Angeles. Ah non, moi j'y vais pas, moi. Non, c'est trop long, non, moi j'y vais pas. Il me dit, comment on va faire? Il me dit, je sais pas, débrouillez-vous. Puis lui, il a fait l'orchestre là-bas, et c'est pour ça que j'avais donné le tempo par téléphone. Donc j'avais pas pris l'avion, c'est vrai. Et puis finalement, je chante ma chanson sur le playback orchestre des musiciens américains, qui était génial. Puis en fait, je chante la chanson, et c'était ringard. Mais c'était pas bien du tout. Alors en fait, je me rends compte, quand on n'a pas la chanson, on peut avoir les meilleurs musiciens du monde. S'il n'y a pas le titre, il n'y a pas le titre. Cette chanson est dans un tiroir. Elle est toujours là, elle est jamais sortie. J'ai jamais osé sortir ce titre parce que j'avoue que c'était pas bon, c'était pas bien. En revanche, je prends mon pied quand j'écoute l'orchestre. À la fin de leur carrière, les Beatles ont essayé de tout contrôler. Ils ont lancé leur label Apple pour contrôler les disques, l'édition musicale, le magasin de vêtements qui, alors là, c'était une catastrophe, ça a fermé en quelques jours. Et vous-même, C. Jérôme, est-ce que vous êtes plutôt un businessman ou alors un poète qui n'a pas du tout les pieds sur terre? Je suis pas du tout businessman, mais pas du tout, parce que je crois, je gagne bien ma vie, j'ai bien gagné ma vie, j'espère encore la gagner, mais
Moi, je suis pas un mec à pognon. Je me suis fait rouler je ne sais combien de fois, les contrats, les machins, les galas, mais je me suis fait avoir tout le temps et je crois que je me ferai avoir encore parce que je calcule pas, parce que je suis un artisan. Moi, je suis un petit chanteur populaire qui prend son pied quand il chante le week-end dans les campagnes et dans les villes de France. Et puis voilà. Puis quand il a un tube, il est bien content, le petit bonhomme. Mais non, je suis pas un mec d'argent. Je me vois pas du tout. Je sais pas, faire ma propre maison d'édition, ma propre maison de disques ou faire un magasin avec des fringues. Enfin, non, ça c'est pas du tout le design, le marchand de design, c'est pas fait pour moi. Non, moi je reste le petit chanteur tout simplement. Puis j'ai pas besoin d'argent entre guillemets, j'ai besoin d'argent pour ma famille, pour vivre, pour que tout le monde ait le confort. Mais c'est vraiment un truc ça m'a jamais perturbé. Ça, je reconnais que bon, c'est agréable de partir en gala, mais c'est surtout pour les galas dans une voiture confortable parce que je fais beaucoup de kilomètres. Mais les bagnoles, je m'en fous. Vivre dans un appartement sympa, ça me suffit. Mais le luxe et tout, ça c'est pas vraiment dans mon univers. Moi, je m'en tape complètement. Moi, je m'en rappelle encore une petite anecdote. C'était en 72 qu'Ismi était sorti déjà depuis 2 ou 3 mois, et ça s'était retrouvé numéro 1, et puis je me retrouve, j'avais une 2 chevaux à l'époque, et je me retrouve en tournée avec Carlos et Nicoletta, et puis le soir quand je chantais, toutes les petites filles à l'époque criaient très très fort au bord de la scène, et puis au moment où je partais, elles venaient, puis elles arrivaient devant ma voiture, qui était une 2 chevaux, elles disaient, oh là, c'est pas une vedette, il a 2 chevaux, alors qu'il a 2 chevaux, c'est génial, puis elles me secouaient comme un panier à salade dans la bagnole. Et puis un jour, je suis sur l'autoroute et Carlos me double. Et Carlos, il met son clignotant, il me fait signe de m'arrêter. Puis il me dit, tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas. Mais c'est pas possible. Tout le monde connaît ta chanson, t'es numéro 1 partout. Les filles crient, tout ça, t'as une cote d'enfer. Tu peux pas arriver en 2 chevaux au gala, c'est pas possible. Ah, je lui dis, tu crois? Mais je dis, mais attends, mais il faut que je téléphone à la maison de disques pour demander les sous parce qu'il faut l'acheter la voiture. Il me dit, mais y a aucun problème, appelle ta maison de disques. Alors j'appelle ma maison de disques et là, c'est là, quelque part, j'ai pris conscience du pognon. La vie est injuste quelque part. Enfin bref. Et je téléphone au directeur de ma maison de disques, je lui dis, écoute, est-ce que je pourrais avoir une petite avance sur mes royalties pour pouvoir m'acheter une voiture, pas une grosse voiture, hein, parce que moi j'aime pas la frime et tout. Et lui il me répond, me dit, mais tu peux en acheter 10 si tu veux. Et alors je dis, c'est pas possible, 10 bagnoles. Ben il me dit, oui, tu peux acheter 10 voitures. Là t'as vendu, je sais plus, t'as plus de 700 000 listes vendues, tu peux. Et là ça m'a fait bizarre, je dis, mais c'est pas possible ça. J'étais un petit peu gêné, j'étais mal à l'aise. Quand on m'a dit ça, j'étais très très mal à l'aise. Eh ben vous me croirez si vous voulez, mais j'ai acheté une petite voiture.